Bonjour tout le monde. Merci pour votre patience. On a eu quelques petits soucis de connexion, mais on est arrivé, donc on est presque à l'heure. Bonjour, bonjour. Je reconnais des têtes. Oui, voilà. Bonsoir Madeleine, bonsoir Michel. Ma sœur, je ne la vois pas, mais elle est là. Elle est un peu cachée. Ah, ta sœur, elle est là Elle est aussi. là. Super. Oui, super. Bonjour Madeleine. Et alors, il est sur la deuxième page. Y a-t-il que je ne connais pas ou que je connais? Oui. Bonjour à tous, à toutes On les va personnes que je ne encore connais pas. donner un peu de temps, donc tu peux un peu prendre le contact avec ceux qui sont là. Et on donne encore quelques minutes avant pour donner le temps à tout le monde de se connecter. Tout à fait, tout à fait. Peut-être que justement, en attendant de démarrer, juste le fait de, si vous mettez votre affichage en mode galerie ou mosaïque, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, vous pouvez peut-être déjà connecter avec les personnes qui sont là et simplement regarder leur visage, respirer et faire un petit signe. Alors, il y a encore plus de personnes maintenant. Oui, c'est pour ça que j'aime bien donner encore un peu de temps pour ceux qui arrivent. 2, 3 minutes encore et on va lancer. Alors, je vois aussi un nom que je connais de quelqu'un, mais que ça fait très longtemps que j'ai pas vu, qui s'appelle Sonia. Voilà. Bien. Et évidemment, moi, je vois tout plein aussi qu'on connaît très bien. C'est chouette de vous voir. Anne, Isabelle, Sophia, bonjour. Aurélie, Bon, Anna, bonjour. bonsoir, Madeleine. bonsoir Anna. Je vois peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, bienvenue et c'est chouette de vous voir. J'ai un problème pour trouver le chat. Enfin, Ah oui, tu ne sais pas, le chat, c'est conversé, c'est ça, c'est normalement à côté de participants dans le bas de ton écran, si tu es sur un ordinateur ou une tablette. les participants et après plus, c'est peut-être dans plus alors. Sans doute, oui. Paramètres de la réunion. Discussion, c'est ça? Oui, Ah, donc, j'entends qu'il y a Charlie, par exemple, qui nous dit qu'il y a une mauvaise bande passante, donc il évite la vidéo. Donc, certains peut-être n'ont pas la vidéo, l'image affichée. C'est pour avoir une meilleure connexion. Voilà. Je crois qu'on peut commencer tout doucement. Et Claude, est-ce que toi, tu peux laisser entrer si les personnes qui se rajoutent? Merci beaucoup. Donc, on est 37 déjà et ça continue. Donc, c'est chouette de voir et je suis toute contente de vous retrouver et surtout, Claudia, de te retrouver toi. on t'entend plus, Ulrike. Ton micro. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'est coupé, mais là, vous m'entendez? Oui, d'accord.
Donc, je disais, Claudia, bonjour. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi de co-hoster des lives, des webinaires avec toi. C'est toujours on partage tes passions pour des approches plutôt holistiques et aussi spirituelles, ou en tout cas influencées par des approches spirituelles. Et donc, c'est vraiment un plaisir aussi d'être connecter avec toi à ce niveau-là et de partager ça avec beaucoup de personnes. Donc, on se retrouve aujourd'hui parce que quand Claudia et moi, on a discuté, Claudia voulait justement aborder ce sujet de ce qu'on appelle d'habitude l'hypersensibilité, et justement, on a une vision différente de ça. Hypersensibilité, c'est souvent connoté négativement, et nous, et Claudia surtout se penche vraiment beaucoup sur la notion de qu'est-ce que c'est en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vit la personne qui vit les choses de cette manière-là, et comment est-ce qu'on peut le voir autrement. Et donc, ça va être vraiment intéressant d'entendre comment, Claudia, tu vois de ton expérience aussi, mais surtout, les webinaires sont toujours là pour nous faire expérimenter des choses, principalement. Il y aura, après, par la suite, il y aura le replay, il y aura un article que vous pouvez trouver sur le blog. Donc, c'est aussi, si vous avez envie de découvrir encore plus, nous sommes en train de concocter aussi un atelier. Si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, continuez à suivre nos nouvelles. On va vous annoncer ça bien à temps. Donc, c'est notre 4e épisode dans une série de webinaires qu'on a choisi d'appeler Et si on apprivoisait nos monstres, parce que souvent, c'est vécu comme des monstres intérieurs quand nous avons à vivre des choses qui sont compliquées pour nous. Et là, aujourd'hui, de nouveau, avec cette haute sensibilité, on va apprivoiser plutôt cette sensibilité et qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, un cerveau en 5G. Et Claudia, qui est psychologue clinicienne, qui a un parcours en bioénergétique, qui a un parcours très, très large, elle va vous en parler un peu plus, mais qui a justement toujours cherché à intégrer vraiment les différents niveaux de notre existence, et aussi un niveau énergétique ou de vibration dans son travail de psychologue, de compréhension vraiment aussi du psychisme, comment on l'entend dans notre culture. Et donc, je vous souhaite vraiment une belle expérience avec Claudia. Et Claudia, je t'invite aussi à te présenter davantage ce qui est plus important pour toi que les personnes ici présentes sachent de toi. Okay, merci beaucoup Ulrike. C'est un vrai plaisir de collaborer avec toi et avec l'école IEPA, qui est toujours dynamique et ouverte à de nouvelles perspectives. Et donc, effectivement, moi, j'aime bien explorer, et peut-être effectivement que j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de hypersensibilité un petit peu sur le tard. J'ai envie de dire peut-être à partir moi-même de burn-out, parce que je m'investissais beaucoup, et l'hyperactivité ou l'investissement important, c'est une manière aussi de gérer le stress. Et finalement, ça peut terminer par aussi, en fait, une mauvaise gestion, hein. Et donc, un burn-out. Et donc, c'est à ce moment-là, peut-être que j'ai vraiment pris conscience que j'avais de la sensibilité, de trop. Et aussi, au-delà de l'aspect de la thérapie en analyse bioénergétique, qui est une psychothérapie corporelle qui prend en compte les émotions, et donc l'élan vital dans notre corps physique, je me suis aussi formée à d'autres approches, comme le travail avec les ondes de forme, avec la géométrie sacrée.
Et donc là, j'ai beaucoup plus exercé ma sensibilité plus subtile. Et aussi, oui, je me suis rendu compte que j'étais sensible à la chaleur des ordinateurs quand je les avais sur mes cuisses. Hein. Vous savez combien de fois on prend des notes avec son ordinateur sur ses cuisses quand on va à une réunion ou à un cours et tout ça. Et c'était vraiment une chaleur super désagréable. Voilà. Par contre, quand j'étais enfant, je ne m'identifiais pas du tout émotionnellement. J'étais plutôt quelqu'un plutôt très très intellectuel et je dirais peut-être un peu avec un peu dans ce qu'on appelle nous en parasympathique dorsal, c'est-à-dire des gens qui sont plus dans l'efficience, mais dans l'efficience mentale que dans l'efficience du ressenti. Et donc j'avais quelque part bloqué ce ressenti. Mais j'étais au potentiel finalement. Voilà, donc je pense que c'est une bonne entrée en matière que de parler de ça et de voir comment un petit peu j'ai relié les deux. Je vais vous partager des slides pour... je peux partager pour tous les participants. Attends, je ne comprends pas. Je peux partager... Il me demande d'option. Voilà, ça y est, j'y suis. Partager l'écran. Oui, Donc, on le voit bien. C'est oui, bien. bon, d'accord. Et donc, dans ce thème, bon, quand on a parlé, Ulrich et moi, j'ai pensé tout de suite à la 5G parce que c'est une thématique d'actualité et que la 5G, le but de la 5G, c'est d'être hyper connecté. Et il y a des gens qui trouvent ça très chouette et d'autres qui trouvent ça vraiment très mauvais parce qu'en fait, on est de plus en plus pollué par des ondes et par des antennes relais. Et donc, trop de connexions, ça peut exacerber notre système psychique et nous dénaturer, surtout si on est dans un profil de personnes au potentiel ou hautement sensibles. Et donc, moi, j'appelle ces personnes les personnes à haute capacité de perception. En fait, c'est comme si au départ, on a étudié les personnes qui étaient au potentiel, puis à un moment donné, on a parlé des personnes qui étaient hypersensibles. Parallèlement, il y avait toute l'attention qui a été mise sur les enfants qui avaient des troubles de l'attention et du déficit, hein, on a de l'attention et de l'hyperactivité. Et puis, il y a eu aussi une meilleure compréhension de toutes les personnes, des enfants qui avaient des dyslexies, des dyscalculies, et on s'est rendu compte que ces personnes n'étaient pas si bêtes que ça. Donc, voilà, donc toutes ces personnes-là, ces profils ne sont pas les mêmes, mais ils ont des points communs. Et dans les points communs, moi, je mettrais cette question que j'appelle la haute capacité de perception. Alors, je parle de personnes à haute sensibilité parce que je fais référence au système de Hélène Aron qui a développé un questionnaire pour mettre en évidence ce trait de personnalité qu'on appelle justement haute sensibilité, high sensibility en anglais, et parfois c'est traduit en français par hypersensibilité. Ce n'est pas exactement tout à fait la même chose, mais bon, voilà, c'est à peu près la même catégorie. Et donc moi, je vais vous parler juste d'un point de vue psychologique en quelques mots sur ce trait de caractéristique de personnalité hautement sensible. Évidemment, il y a des petites nuances avec les hauts potentiels et les troubles, personnes qui sont en déficit d'attention et hyperactifs, mais il y a quand même ces points communs-là, ces 4 grandes caractéristiques. Souvent, on va les retrouver chez ces autres profils. Donc, les 4 grands piliers de ce type de personnalité, c'est d'abord que les informations sont traitées en profondeur. C'est-à-dire que la personne, quand elle a une perception, une stimulation, un problème qui lui arrive devant elle, dans son environnement, quel qu'il soit, elle va vraiment le prendre en compte et elle va vouloir, si elle trouve une première solution, la plupart des gens, ils s'arrêtent. Ah, j'ai trouvé comment régler ce problème. Ils s'arrêtent.
ben, la personne qui est hautement sensible, elle ne s'arrête pas là. Elle dit oui, mais s'il y avait ci ou s'il y avait ça, mais peut-être que je pourrais trouver encore une solution plus parfaite, etc. Donc, il y a une espèce de traitement de l'information qui est plus en profondeur, mais aussi avec plus de complexité, plus de subtilité et avec une tendance à voir les choses, en fait, pas de manière linéaire, mais de manière plutôt arborescente. Et du coup, c'est aussi ça qui fait qu'on continue et on continue à chercher des solutions. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce profil ou que vous voyez peut-être des personnes qui peuvent avoir cette tendance, hein. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez caractéristique que finalement, quand on met son esprit dans un problème, finalement, on a envie de le décortiquer. Du coup, ça fait que ces personnes qui sont hautement sensibles, c'est très intéressant parce qu'elles peuvent avoir une analyse dans toute une série de situations professionnelles qui va vraiment apporter un plus. On va pouvoir être un bon diplomate parce qu'on va pouvoir voir les différents côtés des différentes parties qui sont en présence, par exemple. C'est vraiment intéressant dans des professions où on est à l'écoute des gens pour essayer de comprendre c'est quoi leurs problèmes et comment mieux les aider. Que ce soit des problèmes très pratiques comme dans la vente ou des problèmes beaucoup plus psychologiques comme les personnes qui sont praticiens de la relation d'aide ou qui accompagnent les gens de toutes sortes de manières. La deuxième caractéristique, c'est que ces personnes peuvent avoir tendance à déborder, c'est-à-dire que l'intensité de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles ressentent est très forte et à un moment donné, ça les dépasse. Alors, parfois, c'est lié au fait qu'elles n'ont pas mis des limites. Parce que comme elles sont impliquées dans une investigation des informations en profondeur, elles ne se rendent pas compte qu'elles dépassent leurs limites. Mais il y a aussi une réelle, dans ce cas-ci, je veux dire hypersensibilité, c'est-à-dire qu'il y a une grande intensité de ce qu'on vit dans les émotions. La troisième caractéristique, c'est que ce sont des personnes qui ont très très facile pour se mettre à la place des autres. Et donc, du coup, quand ils se mettent à la place des autres, ben, il y a cette empathie. Et donc, vous êtes dans une pièce, quelqu'un arrive, et vous voyez que la personne n'est pas bien installée. Vous dites, ah tiens, elle lui manque un coussin, ou elle n'est pas sur la bonne chaise, ou elle a froid, il faut que je ferme la fenêtre. Voilà, c'est des personnes spontanément, elles vont penser à améliorer le confort de l'autre. Donc, ce sont vraiment des personnes qui peuvent à la fois être dans une introspection très forte d'elles-mêmes, mais aussi être tournées très fort vers l'extérieur dans cette manière de traiter les informations. Voilà pour les caractéristiques de la personne hautement sensible. Alors, donc aujourd'hui, dans notre monde, ces personnes qui sont à haute capacité de perception, ce sont des personnes qui, quelque part, c'est intéressant parce qu'elles sont adaptées à notre monde, parce que nous avons un monde qui devient de plus en plus multidimensionnel. On doit pouvoir considérer, par exemple, ne fût-ce que déjà la manière d'écrire un message à quelqu'un. On doit pouvoir choisir entre le texto sur le SMS, le texto sur le WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, le mail, le téléphone, la visioconférence. Donc, vous voyez, et chaque fois qu'on doit communiquer avec quelqu'un, si on utilise une application différente, vous vous imaginez qu'avec ces applications, il y a toujours un petit truc là, ah oui, c'est pas la même option pour ceci ou pour cela, ou est-ce que c'est l'option chat dans le Zoom, dans le système Microsoft Teams, c'est à un autre endroit. On doit s'adapter à des situations très différentes pour des outils qui finalement servent la même fonction, qui est par exemple dans ce cas-ci la fonction de communication. Et donc, nous sommes aussi dans un monde qui est en évolution, qui doit changer sa manière de consommer, sa manière d'envisager la relation à la nature, avec tout ce que nous avons vu avec le réchauffement climatique, la pollution, la pandémie, tout ça.
Alors, les personnes hautement sensibles, elles peuvent facilement s'adapter, mais du coup, peut-être elles sont moins attentives à leurs limites et donc elles ne parviennent pas à prendre en compte leurs propres besoins. Et c'est à ce moment-là que les personnes se disent, mais j'y arrive pas. Donc elles se disent, oh, mais ça ne va pas. Je n'y arrive pas parce que je suis trop fatiguée, je supporte plus le bruit, j'arrive pas à dormir, voilà, j'ai trop d'émotions. Et donc, du coup, elles vivent leur sensibilité comme un handicap. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui ont des hautes capacités de perception. Certaines personnes sont tout à fait OK parce qu'elles ont vécu dans une famille et dans un environnement où, en fait, on a ressenti et vu que c'était des personnes hautement sensibles ou avec une intelligence hyper stimulée ou une attention qui va un peu dans tous les sens. Et donc, si les parents et les éducateurs sont bienveillants et respectueux, ben finalement, la personne identifie qu'elle a des caractéristiques particulières, mais que ça lui appartient et que c'est normal et qu'elle ne doit pas nécessairement rentrer dans un moule. Donc, du coup, certaines personnes, on va dire, sont des personnes hautement sensibles ou à haute capacité de perception, mais c'est OK. Alors, je parle ici de structure énergétique. Et ça, c'est le deuxième volet de ce que je voulais amener. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant dans le petit webinaire que nous vous proposons. C'est qu'à la fois, il y a des caractéristiques psychologiques, psychiques, d'un fonctionnement du cerveau, qui peut aussi être lié aussi à, évidemment, un passé un peu traumatique, hein, mais il y a aussi, en quelque sorte, une configuration énergétique qui n'est pas la même pour tout le monde. Alors, ça, je n'ai pas fait de slide là-dessus, mais ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est que, donc, quand on met notre esprit quelque part, notre énergie va là où on met notre esprit. Et donc, si on met notre esprit quelque part, notre énergie va là, ça veut dire qu'on est moins en contact avec qui nous sommes dans notre énergie à ce moment-là. Donc, ça c'est, bon, c'est une pensée taoïste en fait, hein, qui dit ça, et c'est très en vogue, comment dire, en harmonie avec la pensée de la pleine conscience, ou qu'on appelle mindfulness. Moi, j'aime pas tellement le mot pleine conscience. Moi, je parlerais plutôt de présence, de pleine présence. Et c'est-à-dire que, en fait, pour calmer l'esprit, on propose aux personnes de revenir à leurs sensations, à leurs ressentis. Donc, quand on met notre esprit à l'intérieur de soi, eh bien, nous allons de nouveau appeler l'énergie de notre conscience et de notre présence à se reconnecter à qui nous sommes. Ça, c'est très important. Et en fait, les personnes qui sont à haute capacité de perception, elles vont avoir plus de mal avec ça, puisqu'elles ont un traitement de l'information très profond, elles vont très vite. J'ai parlé aussi du fait qu'elles pouvaient être débordées et qu'il y avait beaucoup d'intensité. Ça veut dire que quand leur esprit se met dans un problème, il va plus loin et plus vite dans ce problème. Si vous prenez l'exemple, par exemple, des voitures, si vous roulez avec une 2 chevaux, ben, quand vous poussez sur l'accélérateur, au niveau de la 2 chevaux, ben, il faut un certain temps pour atteindre une certaine vitesse de croisière, parce que le moteur est un peu faiblard. Mais imaginons que vous êtes arrivé avec une voiture qui est une voiture style Formule 1. Donc, là, ce que vous faites, c'est que vous poussez sur l'accélérateur et comme le moteur de la voiture est très puissant et très performant, ben la voiture, elle va très très vite aller à une grande vitesse. Donc, vous comprenez que quand on a un système énergétique qui a plus de puissance, ben, du coup, pour lui mettre des freins, c'est aussi plus difficile.
Et il faut pouvoir comprendre ça de soi si on veut s'apprivoiser et améliorer son fonctionnement. Alors, l'autre aspect de cette structure énergétique, c'est que donc, quand on dit plus de puissance, c'est un peu comme si vous aviez une lampe et que vous avez du 30 watts, du 60 watts, du 200 watts ou du 500 watts. Donc, quand vous avez du 500 watts, la lumière, elle est plus forte. Donc, elle va éclairer beaucoup plus la pièce. Donc, la personne, elle va voir beaucoup plus de choses. Mais quand vous mettez une lumière très forte dans une pièce, ben, le soir, à certains moments, quand vous avez trop de lumière, ce n'est pas agréable, c'est excitant. Donc, quand une personne hypersensible arrive dans un environnement comme ça, quand elle est bébé, hein, elle arrive au monde, et en fait, son système, il est déjà câblé, il n'est pas limité, il n'est pas réduit. Même si son système énergétique n'a pas encore la capacité de penser, d'évaluer, etc., il a tout ça dans son germe. Et donc, il arrive avec une très forte puissance, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière dans la pièce. Et en plus, cette lumière, elle vibre à une fréquence plus élevée. Alors, quand on dit fréquence plus élevée, ben, par exemple, vous prenez le rouge, c'est une couleur qui a une fréquence plus basse que le jaune. Et puis, le jaune a une fréquence plus basse que le bleu. Et puis, vous avez l'ultraviolet, et puis le blanc, bon, c'est un peu toutes les couleurs. Mais si vous comparez, par exemple, dans les ampoules dans une maison, et si vous mettez les ampoules LED, on a des ampoules qui ont une couleur très froide, très blanche. Et donc, dans la nuit, par exemple, on a remplacé plein de lampadaires avec des ampoules LED plutôt blanches, alors qu'avant, on avait des lumières plutôt jaunes. C'est des lumières qui sont aveuglantes. Donc, vous comprenez que ben, si moi, j'arrive au monde avec ma haute capacité de perception, avec une puissance de lumière et une puissance très blanche, ben, finalement, ben, les autres vont peut-être se sentir mal à l'aise avec ma puissance et ma lumière, mais aussi, moi, bon, heureusement, j'ai un système pas encore très développé, mais si vous vous mettez maintenant dans votre peau d'adulte, dans une pièce comme ça, avec beaucoup de lumière, beaucoup de puissance et une lumière très blanche, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir toutes les crasses. Vous allez voir les poussières par terre et vous allez voir toutes les poussières qui sont en suspension dans la pièce. Donc, vous imaginez, vous arrivez là. Ouf, ça fait beaucoup. Et donc, du coup, la personne qui arrive avec toute cette puissance énergétique de capacité de perception, finalement, elle va avoir tendance à réduire sa puissance et à l'abaisser parce que ça va être plus confortable pour les autres, mais ça va aussi être plus confortable pour elle, d'être aussi un petit peu comme tout le monde. Vraisemblablement. Oui, c'est ça. Ce sont des choses qui se passent qui ne sont pas nécessairement conscientisées. C'est un peu ce qu'on voit, par exemple, quand on parle des enfants indigo ou des enfants cristal ou les enfants des étoiles. C'est une autre terminologie qu'on utilise pour parler de ces personnes qui sont un peu pas comme les autres. Et elles sont parfois tellement sensibles que finalement, ben, elles n'arrivent pas à trouver leur juste place aussi. Et donc, du coup, voilà, on voit bien qu'elles sont sensibles, on n'arrive pas à les aider, elles ne trouvent pas leur place. C'est pas facile, quoi. Donc, que faire? Que faire avec tout ça? Cette sensibilité, quelque part, elle est plutôt positive. Alors, j'essaie de retrouver mon écran pour vous partager de nouveau mes slides. Voilà. Donc, l'idée de se dire, bah, tiens, là où je mets mon esprit, mon énergie va aller, ça va être très important. Pourquoi? Parce que si j'ai mis mon esprit dans les problèmes des autres ou dans être en phase avec les autres, mon énergie à moi va être un peu dénaturée. Et donc, si je veux me calmer ou retrouver qui je suis, ça va être très difficile. Je ne sais plus qui je suis.
c'est intéressant de voir aussi ce problème-là. Voilà, pour pouvoir se retrouver soi, on est d'accord. Mais aussi, par exemple, si on veut travailler sur des émotions. Si on veut travailler sur des émotions qu'on ressent, la première chose, c'est de savoir, mais est-ce que c'est mes émotions ou est-ce que ce n'est pas mes émotions? Si je suis quelqu'un avec une haute capacité de perception, je peux avoir mal au ventre, je peux avoir mal de tête, je peux me sentir stressée, je peux me sentir pompée, je peux me sentir fatiguée. Et en fait, peut-être c'est pas à moi en fait. Souvent, on parle de ces personnes. D'ailleurs, on dit oui, et ce sont des éponges. On dit ce sont des éponges, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Claudia, si je peux me permettre, là, on peut peut-être aller dans quelque chose de très concret. Oui, Comment est-ce que la personne peut identifier qu'est-ce qui est à elle ou qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, d'après toi? il y a plusieurs choses à faire. Alors, je vais te donner la première réponse qui est la plus simple. C'est la réponse de, ben, je me fais un test à l'intérieur de moi. Je me dis, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi? Et je vais écouter mon oui intérieur ou mon non intérieur. Alors, c'est quoi écouter mon oui intérieur et mon non intérieur? Il y en a qui vont faire ça avec un pendule ou un test kinésio. Donc, par exemple, en kinésio, on peut faire des autotests. Donc, par exemple, on serre les doigts ensemble. Et puis, si c'est oui, quand je mets mes deux doigts pour séparer les doigts, si c'est oui, ça tient. Si c'est non, ça part. Mes doigts ne tiennent pas. C'est un peu comme le test kinésio qu'on fait où on lève le bras et puis on pousse sur le bras pour le faire reposer, le faire redescendre. Si le bras tient, ça veut dire oui. Si le bras ne tient pas, ça veut dire non. Moi, ce que je fais comme test, c'est, je me dis, par exemple, ben, c'est très simple, on peut commencer par des trucs très simples. Euh, je porte, je porte un pull vert avec moi. Est-ce que je porte un pull vert? Oui, j'entends le oui. Et est-ce que je porte un pull rouge? Non, j'entends le non. Parce que là, je sais le oui et le non. Et donc, là, on peut tester cette capacité à se écouter intérieurement. Et moi, mon écoute intérieure, je la mets dans mon cœur. C'est-à-dire que quand je sens le oui, je sens un mouvement d'ouverture vers l'avant de mon cœur, dans mon cœur. Et quand j'entends le non, je sens un mouvement qui revient vers l'arrière ou qui ferme. Voilà. Et je m'exerce très souvent, par exemple, dans les promenades. Donc, je vais dans les bois et je me dis, est-ce que je prends le chemin de droite ou est-ce que je prends le chemin de gauche? Et alors, je choisis. Et ben, si mon corps me dit le chemin de droite, je vais à droite. Et si mon corps me dit le chemin de gauche, je vais à gauche. Et alors, du coup, je me mets dans une curiosité d'explorer qu'est-ce que ce chemin va m'apporter. C'est intéressant parce que quand je fais cette promenade comme ça avec une amie, je l'emmène, puis je dis on va là, et puis finalement ça nous permet de voir des chevreuils ou de tomber sur un arbre particulier, ou tu vois, que j'avais pas du tout idée qu'on allait tomber sur telle ou telle chose. Donc ça c'est très intéressant. Ça c'est la réponse la plus directe à ta question. Hmm. J'aimerais juste inviter tous les participants. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Moi, je peux les lire et je peux, parce que Claudia a difficile à lire en même temps. Mais n'hésitez pas à poser vos questions déjà maintenant. Comme ça, pourra répondre à ça. Mais effectivement, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose pour ceux qui ont déjà une habitude de s'écouter ou de gérer ces différentes voix intérieures qui peuvent aussi être en contradiction, le mental qui prend un peu le dessus sur le ressenti. Mais peut-être est-ce que tu as un exercice qu'on pourrait faire ensemble là? Ou tu as Absolument. prévu plus tard peut-être, je ne veux pas te déranger. Non, ça tombe juste à pic. C'est exactement ça. Et c'est la deuxième réponse à ta question. Parce que, en fait, pour savoir où est-ce que c'est mon oui, où est-ce que c'est mon non, est-ce que ce que je vis m'appartient ou m'appartient à quelqu'un d'autre, et même, alors, je vais répondre en personne hautement sensible, je vais te dire, si ça appartient à quelqu'un d'autre, mais que je le vis, donc je rajoute un petit détail,
c'est que je suis en résonance avec ça. C'est pas pour rien que moi, je l'ai capté. Hein. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Les personnes hautement sensibles aiment bien faire des petites parenthèses. Donc voilà. Donc, l'outil pour revenir à soi, c'est-à-dire que pour savoir ce qui est à moi, ce qui est à l'autre, il faut d'abord que je revienne à moi et que je monte dans ma propre fréquence vibratoire. Parce que si je suis dans la fusion avec les autres, parce que pour aimer les autres, je mélange mon énergie avec les autres, c'est quelque chose qui se fait sans qu'on y pense, c'est comme ça, on aime, on est en fusion, dans le ventre de sa maman, on est en fusion, voilà, c'est des choses tout à fait normales et biologiquement nécessaires. Mais quand on est adulte, on n'a pas besoin, on peut être en lien avec les personnes sans être en fusion. Et donc, du coup, ben, c'est important, quelque sorte, de retrouver sa propre fréquence vibratoire. Et quand je suis plus dans qui je suis moi comme personne, je vais pouvoir faire le tri entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Ce sera plus facile de faire le test de l'écoute intérieure. Et on va faire cet exercice que moi j'appelle l'espace de liberté intérieure. Et donc, dans cet exercice de l'espace de liberté intérieure, il y a plusieurs étapes, elles sont là, elles sont écrites sur le slide, mais voilà, vous allez me suivre. Peut-être que je vais arrêter le partage. Oui, comme ça, c'est bien. Et donc, la première chose, c'est l'intention de l'esprit, qui est une intention centripète. Je ramène mon esprit ici et maintenant, en moi. Et ramener mon esprit ici et maintenant en moi, c'est pas être dans la tête, c'est à inviter l'esprit à descendre, par exemple, dans mon ventre. Mon ventre, c'est un peu comme le centre de mon corps, hein, d'accord? Et donc, c'est un mouvement que je peux vous transmettre là, mais c'est pas visible. C'est une image. C'est une image. Je me recentre comme si j'avais une tablette ou un écran d'ordinateur dans mon ventre et je me mets dans mon ventre parce que c'est là qu'est mon attention. Et quand je mets mon attention dans mon ventre, je reste avec cette intention suffisamment longtemps. Et quand je fais ça, vous le faites évidemment avec moi maintenant, en étant assis et posé. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et à un moment donné, vous allez sentir des sensations dans votre ventre. C'est une perception, on appelle ça la proprioception. Donc, je peux sentir, par exemple, de la chaleur dans mon ventre, ou je peux sentir du dur, ou je peux sentir mes vêtements autour de mon ventre et de ma taille. Je peux sentir un peu comme une petite boule de couleur ou de lumière à l'intérieur de mon ventre avec une certaine densité. Et je me dis, voilà, avec ma respiration, je me pose vers ce ventre. Et quand j'inspire depuis là où je suis dans mon esprit avec mon ventre. Mon esprit est dans mon ventre et j'inspire dans mon ventre. Et je reste dans mon ventre et j'observe que mon ventre va s'expandre, il va devenir plus grand. Et à l'expire, je reste dans mon ventre et mon ventre se redensifie un peu plus, se recompacte. Et je rouvre en inspirant dans mon ventre jusqu'au moment où je sens suffisamment que mon ventre m'a donné une réponse, qu'il est là. Il a certainement déjà donné une réponse pour vous. Et peut-être que vous pouvez sentir que vous êtes entouré de votre bassin, les os des iliaques, hein, et entouré du sacrum derrière vous, le bas du dos, et l'avant, c'est la peau du bas-ventre. Et un espace au centre. Et vous vous mettez à l'intérieur de ce contour.
Et ça, c'est la première partie de ramener son esprit ici et maintenant. C'est de se ramener là dans son ventre. Mais on peut aussi se ramener en ayant la conscience de l'axe vertical. Et ça, c'est aller un peu plus loin. Donc, je me ramène ici et maintenant dans mon corps. Je dirais dans plusieurs étages de moi-même. Donc, vous pouvez visualiser que votre esprit, il va se rassembler à l'intérieur du canal central ou du tube vertical qui est à l'intérieur de vous, devant votre colonne vertébrale, au centre. Et vous donnez une espèce de consistance à ce tube, juste par le fait d'être là, avec ce tube-là, à l'intérieur du tube. Et soit vous avez une perception globale d'être dedans, ou peut-être vous pouvez ressentir ou visualiser, si c'est plus facile pour vous, une petite balle qui part du bas du ventre ou là où vous étiez et qui peut monter et descendre avec la respiration dans ce tube. Mais vous essayez de vous mettre vraiment à l'intérieur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vous sens beaucoup plus présent avec vous-même là. Et donc, pour moi, pour les personnes qui sont hautement sensibles, comme elles ont tendance à, dans leur conscient, dans leur inconscient, qui est subconscient mais aussi supraconscient, elles peuvent avoir plein d'antennes dirigées dans beaucoup de directions. Donc, quand je matérialise cette image de me ramener ici et maintenant dans ma verticalité, dans le centre vertical, c'est comme si je me ramène ici et maintenant dans toutes mes dimensions, dans tous les aspects de moi-même, pas seulement un aspect, toutes les dimensions que je connais et que je ne connais pas de moi. Et je fais confiance à ce que j'appelle le supraconscient, qui est en fait un inconscient intelligent, pour qu'il fasse le travail. Voilà. Et puis à partir de là, nous pouvons aussi remplir l'ensemble du corps, depuis le centre vers sa périphérie, vers les contours. Et donc, je peux sentir dans mes mouvements de respiration et ma présence à l'intérieur que je laisse cette présence s'étendre, s'étaler, se poser à l'intérieur dans mes jambes, vers la peau de mes cuisses, de mes mollets, de mes tibias, de mes pieds, qu'elle se laisse s'étendre jusque toutes les hanches, tout le bassin, toute la taille, le buste et le tronc, le cou, les bras, les mains, le visage. Et donc, la question, c'est maintenant, voilà, est-ce que je me sens ramenée ici et maintenant en moi, à l'intérieur de moi, dans toutes mes dimensions? Vous pouvez éventuellement le dire dans le chat, si c'est OK pour vous, ou si vous avez une difficulté, et Ulrike me transmettra. Je préfère faire une petite pause pour cette première étape et voir où est-ce que vous en êtes. Donc, on a un premier commentaire, Charlie qui nous dit, je me retrouve quasi dans tout, ça se réfère encore à ta description ou ton exposé tout à l'heure. Je me retrouve quasi dans tout, c'est très bien contextualisé et les mots sont très justes. Okay. Donc, ça aide aussi à se reconnaître ou à peut-être avoir des mots sur ce qu'on vit, mais qu'on se contextualise pas forcément de cette manière-là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Charlie, parce que du coup, en fait, ça me fait penser au fait que cette pratique de la respiration consciente, là, on y a rajouté cette intention de ramener l'esprit à l'intérieur de soi. Mais une fois qu'on est un peu plus maître de ça, on peut jouer avec cette perception de s'occuper dans sa place à l'intérieur de soi. J'inspire, je suis à l'intérieur de moi, et expire, je peux aller vers l'extérieur. Et donc, l'inspire, c'est le mouvement, je suis à l'intérieur de moi, et puis, une fois que j'ai vraiment bien occupé tout comme on vient de faire avec la première étape, on peut aussi
mettre l'intention, ok, et je me pose dans l'espace, à l'extérieur autour de moi. Et donc, ça me permet de faire des allées et venues et d'apprendre ce mécanisme de je ne suis pas tout le temps à l'extérieur, je peux me ramener à l'intérieur de moi et je peux retourner à l'extérieur. Parce que le but, c'est pas de s'isoler. Notre connectivité, notre puissance en connectivité, elle est là pour être utilisée en fait. C'est juste qu'on a besoin de l'apprivoiser et de pouvoir jouer avec et de pouvoir l'aimer. Et aussi, à certains moments, te dire, là, c'est trop, il faut que je me repose. Et puis, à des moments, j'ai besoin de m'isoler ou j'ai besoin de me retrouver dans la nature et de trouver des techniques. Ça, on pourra en discuter. Il y a certainement des tas de techniques. Hmm. C'est super, Claudia, ce que tu viens de dire, parce qu'il y a une autre notion, donc tu viens de dire justement d'aimer cette connexion, mais aussi peut-être c'est contraire à certaines techniques où justement des personnes, comme tu viens de décrire, peuvent avoir la tendance à chercher plutôt à se dissocier de leur corps pour ne pas sentir toute cette tension de cette hyperconnectivité. Et donc là, ça permet vraiment d'être occupé, comme tu dis, son espace intérieur et le vivre de manière vraiment assumée et de le vivre à partir de moi, à partir de ce qui est moi et ce qui est juste pour moi et pas à partir d'être envahi tout à fait ou d'être victime de ce que je ressens de mon entourage. Tout à fait, c'est ça. Et pendant que nous discutons, je vous invite à rester dans cette conscience, hein, d'être avec vous parce qu'on n'a pas terminé, mais c'est bien. Oui. Et donc, j'ai ici un commentaire de Cécile. Mon manque de sécurité intérieure est dans mon ventre. Donc, je n'ai pas envie d'y aller pour me retrouver. Par contre, le tube, c'est super pour moi. Très bien, très bien. Oui, oui, c'est heureux que tu aies pu faire cette expérience-là. Tout à fait. Il y a des moments pour des personnes particulièrement sensibles ou qui ont eu un certain type de trauma qui est resté imprimé, j'ai envie de dire, aller revisiter son corps, c'est pas facile. C'est bien pour ça qu'on n'est pas dedans. Hein, donc, avoir notre attention attirée vers l'extérieur et vers les problèmes à l'extérieur, ça a une fonction de protection aussi pour nous. Donc, c'est vrai qu'il faut apprivoiser ça. Merci beaucoup pour ton partage. Et Mao nous partage, est-ce qu'une personne bipolaire pourrait être considérée comme hautement sensible, se ramenant de manière inconsciente en phase dépressive après des phases excessives, la dépression comme une protection? Oui, ce n'est pas toujours le cas, mais ça pourrait certainement, parce que les personnes avec des hautes capacités de perception peuvent faire vraiment le yo-yo. Et c'est vrai qu'il faut voir dans les bipolaires et tout ça, les dépressions bipolaires, peut-être aussi voir quelles sont les parties qui sont activées en nous. Ça peut aussi correspondre effectivement à des liens qu'on a avec d'autres personnes de notre entourage. Et donc, on va faire la suite des exercices pour continuer, si tu veux bien. Donc, la deuxième étape qui, pour moi, est très, très importante, c'est ce que j'appelle mettre fin aux fusions et aux liens énergétiques. Mettre fin, c'est faire sortir, en fait, une fois qu'on est arrivé à l'intérieur de soi, vous pouvez voir votre corps physique et psychique un peu comme une maison. Et donc, imaginez une maison qui a été inhabitée. Eh bien, il y a des squatteurs dans la maison. Des squatteurs, c'est des hôtes indésirables. Ça peut être des animaux ou des personnes. Hein. Et donc, à un moment donné, se dire, ben voilà, je vais faire le ménage. Et donc, je fais le ménage, je suis à l'intérieur de moi. Voilà, je suis dedans. Et je mets cette intention qu'il y a plein de petites bulles qui sortent de moi. Moi, j'ai l'image de bulles, mais c'est des petites choses. Vous mettez cette intention qu'au fur et à mesure de vos respirations,
partout, dans toutes les directions autour de vous, autour de votre bassin, autour de votre ventre, autour de votre poitrine. Mais commencez déjà par le ventre, c'est déjà pas mal, ou à d'autres endroits, autour de vos pieds, partout. Vous mettez cette intention que c'est comme des petites choses qui partent et qui vont se répandre un petit peu vers l'extérieur de vous. Alors, à l'intérieur, vous êtes là, vous vous sentez bien présente. Et puis, en fait, à un moment donné, sur l'expire, ça se répand de plus en plus loin. Et vous pouvez éventuellement approfondir vos expirations pour amener ce mouvement. Et c'est un peu comme les ondes dans l'eau. Quand vous jetez un caillou, eh bien, il va y avoir des ondes circulaires. Et les ondes circulaires vont grandir de plus en plus, en fait. Et donc, c'est un peu comme si vous mettez en dehors de vous. Et j'aime bien aussi donner l'idée de se trouver dans l'espace, comme dans une base spatiale, parce que dans l'espace, il n'y a pas le frottement de l'air, de l'atmosphère qu'on a sur notre planète Terre. Dans l'espace, tout va beaucoup plus vite, plus loin. Donc, vous pouvez imaginer que vous êtes une base spatiale et que vous avez mis dehors toutes les navettes spatiales qui étaient venues s'accrocher. Et une navette spatiale, quand elle arrive dans une base spatiale, ben, elle arrive et elle fait un avec la base spatiale. Ça veut dire que l'air, il va y avoir un contact pour qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Et donc, en fait, le système énergétique, ça fait une bulle entière. Et c'est ça que j'appelle la fusion, vous voyez. Il y a un autre type de lien qu'on a aussi avec les gens, qui est le lien de projection. Ce sont les liens, en fait, où on a des attentes. C'est-à-dire on croit que les autres, ils veulent qu'on soit fort, qu'on ne veut pas leur faire de la peine, ou il faut qu'on fasse des choses pour eux, des choses comme ça. Et donc, on peut mettre en dehors de nous les attentes qu'on a. Et tout ce qu'on met en dehors, ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être consciemment ou inconsciemment. Je confie ça à mon supraconscient. Tout ce qui n'est pas à moi va dehors. Et ça peut être en dehors des personnes, ça peut être aussi des pensées qui sont tournées vers des groupes ou vers des projets. Donc, ce n'est pas seulement avec des personnes, c'est aussi, par exemple, ben oui, j'ai un groupe de travail et je pense tout le temps à comment est-ce que ce groupe de travail va évoluer. Ben, je suis avec le groupe de travail dans ma tête, je suis avec cette énergie-là, je ne suis pas avec moi. Donc, à un moment donné, si je veux me retrouver, il faut que je mette ça en dehors de moi. Voilà, je vous donne cet exemple concret pour vous expliquer, quoi. Voilà, donc oui. On a un commentaire ou une question, Michael, qui nous demande comment une personne HCP peut-elle éviter de se... Quelqu'un a mis le micro et nous entendons. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Merci. Comment une personne HCP peut-elle éviter de se museler en permanence si elle vit régulièrement un fort isolement du fait de cet excès de sensibilité face aux autres? Aura-t-elle nécessairement besoin de trouver des gens avec la même forme de sensibilité pour ne pas être malheureuse? Ah oui, oui, tout à fait. C'est très important. Alors, il faut pouvoir apprendre à vivre avec les personnes qui sont plus, on va dire, normotypées, mais les personnes à haute capacité de perception, il y en a de plus en plus. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Dans les enfants qui naissent, on en a de plus en plus parce que le monde a besoin de cette sensibilité-là et de cette attention-là, cette capacité-là. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir faire la part des choses et il y a toute une série de techniques, d'outils qui peuvent nous apprendre à pouvoir communiquer avec les autres. Et plus on va retrouver sa fréquence vibratoire, plus ce sera facile de gérer ses limites en fait et d'être moins poreux dans notre esprit à l'esprit des autres. Parce qu'il y a la question de notre champ énergétique, de nos corps énergétiques qui doivent être moins poreux. Donc, c'est ce qu'on fait pour l'instant avec l'espace de liberté. Mais il y a aussi notre esprit. Comment est-ce que notre esprit, parce qu'il aime bien être avec les autres, parfois il se laisse envahir au niveau de l'esprit aussi.
Voilà. Mais pour terminer, l'espace de liberté, donc vous devez sentir au fur et à mesure que vous faites ce travail de fin, de fusion et de mettre à l'extérieur de vous ce qui n'est pas vous. Ça doit donner une sensation qu'il y a un espace plus grand autour de soi, au-delà de l'enveloppe physique. Hein, et cet espace devient plus grand et plus libre et plus nettoyé. Donc à la fois, je me sens plus libre et plus nettoyé à l'intérieur dans mon corps physique, mais aussi dans mon corps énergie. Et puis après, je peux couper les liens tout autour de cet espace, un peu comme si j'avais des ciseaux ou un objet tranchant. Je m'imagine que je coupe les liens d'attachement tout autour de moi. Voilà. Et donc, ça va me permettre aussi d'être moins affectée par les interactions. En fait, la question, c'est que si moi, j'occupe pleinement mon champ physique et énergétique, eh bien, ça va repousser les autres. Mais repousser, ça ne veut pas dire les rejeter. Hein. Ça veut dire ça va les mettre dans une distance respectueuse et respectable. Et la dernière étape de l'espace de liberté, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'heure, la dernière étape de l'espace de liberté, c'est de se connecter, de se reconnecter dans ses racines, aller voyager dans les racines qu'on a vers la connexion avec la Terre, connexion tellurique, et la connexion avec le ciel, la connexion cosmique. Et donc, on peut visualiser cette connexion comme la prolongation de notre canal central, le tube vertical, qui descend en dessous de notre chaise, vers le sol et ensuite vers la surface de la Terre et dans la Terre. Voilà, je vois que vous faites ça bien. Donc, vous descendez. Et donc là, c'est là que vous allez sentir, là où je mets mon esprit, mon énergie va. Et donc, si je vais dans la Terre, je descends. Et le fait de mettre ma présence, ça va amener de la lumière dans ce canal central qui descend dans la terre, dans ses racines. Et je peux inspirer et expirer dans ce canal central, tout comme on l'a fait dans le tube à l'intérieur de nous. On peut visualiser comme une balle qui monte et qui descend, c'est notre présence, qui peut aller à la rencontre de la sensation de ce que c'est que la terre. Alors, il y a la sensation physique qu'on peut se visualiser mentalement, mais il y a des sensations intuitives, subtiles. Hein, Jules Verne, il a fait 20 milieux sous la terre, et là, dans 20 milieux sous la terre, il y a tous des paysages, il y a de l'eau, il y a des êtres vivants. Mais voilà, on peut découvrir plein de choses. Et j'inspire depuis la terre et je remonte vers moi. Et puis, expire, je laisse l'énergie de la terre monter dans mon corps. Je réinspire depuis la terre vers moi, et puis expire, je suis dans mon corps. Et maintenant, on va pouvoir faire la même chose, on fait un peu rapidement, avec la connexion avec le ciel. Je mets mon esprit, ma présence au-dessus de ma tête, et je sens l'espace au-dessus de ma tête vers le plafond, et au-delà du plafond, et au-delà de la maison, vers le toit, vers le ciel, avec le soleil, les nuages. Voilà, je prends conscience de l'atmosphère. Et puis au-delà, je peux aller plus loin, sentir qu'il y a un système solaire dans lequel nous évoluons, donc le Soleil et tout l'espace où il y a la Lune et les planètes. Et si je me souviens aussi de la nuit, je vois les étoiles et la galaxie, la Voie lactée, même là où il n'y a pas trop de lumière de la ville, on peut voir vraiment la Voie lactée. Et donc, je peux aller jusque dans les étoiles. Et sentir cette connexion. Et aussi, de nouveau, dans ce canal, je peux, avec ma présence, amener cette espèce de lumière qui va renforcer et raviver cette connexion. Parce que la racine qu'on a vers le ciel, le ciel et vers la terre, ce sont des connexions qui nous permettent d'améliorer nos fréquences vibratoires. En fait, parce que c'est là que nous sommes reliés, quoi. Nous rechargeons nos batteries et nous nous retrouvons avec une autre vibration.
Et de nouveau, je peux inspirer l'énergie du ciel vers la tête et expire, laisser cette énergie descendre dans mon corps. Inspirer, et puis expirer, revenir dans le corps. Et je peux le faire avec les deux en même temps, la terre et le ciel. J'inspire de la terre et du ciel, et puis je reviens ici. Alors, on déborde un tout petit peu, mais je crois que ce serait bien d'avoir quand même 5-10 minutes pour échanger là-dessus, parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, les personnes qui doivent vraiment y aller, vous pouvez y aller, vous aurez le replay. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez revenir vers moi via IEPRA ou autrement. D'accord? Donc, je vais dire à la fin encore comment nous contacter. Mais effectivement, si vous devez nous quitter, bon week-end à tous. Et ceux qui veulent un peu échanger, vous pouvez tout simplement activer votre micro. C'est dans le bas de votre petite fenêtre à gauche, vous voyez le micro et vous pouvez, en cliquant dessus, l'activer. Mmh. Il y a aussi des commentaires dans le chat. Enfin voilà, Ulrike, sens-toi libre de OK. dans cette co-animation. Oui, il y a un commentaire de Elodie. Cette HCP peut-elle être à l'origine du fait que l'on supporte très difficilement la promiscuité des autres, même dans le cadre familial, comme par exemple avec les enfants? Oui, tout à fait. C'est ça qui est difficile, hein, ça peut même donner. Il y a des gens qui souffrent de nausées, qui ont envie de vomir, ou qui ont mal de tête. Enfin, il y a plein de symptômes somatiques. Et donc, c'est important aussi de pouvoir faire le nettoyage. Et alors, pour continuer avec le commentaire précédent, la question précédente qui avait été faite, c'est que euh, c'est plus facile d'être avec des gens qui font cette pratique, qui est une pratique d'hygiène. En fait, c'est un peu comme se laver les dents. Vous voyez, les personnes qui sont HCP, si elles font cette pratique, c'est comme si elles se lavaient les dents, elles enlèvent la plaque avec les bactéries de leur bouche pour que ce ne soit pas trop fort, quoi, vous voyez, dans les dents. Et avant, il y a 2 siècles, on ne se lavait pas les dents tous les jours. Vous voyez, c'est une question d'évolution. Et nous, aujourd'hui, comme on est de plus en plus connectés physiquement et virtuellement, surtout virtuellement maintenant, il faut qu'on prenne conscience, qu'on soit quelqu'un de plutôt normotypé ou plutôt avec une haute capacité de perception. C'est important de prendre conscience, en fait, que il y a un moment où il faut faire du nettoyage, quoi. C'est-à-dire qu'il faut revenir à soi-même et se débarrasser de ce qui est en trop. Anne nous demande, est-ce qu'on peut développer un peu plus la notion du traumatisme de départ? Hmm. Oui, mais là, si je commence là-dedans, on va peut-être... Ce sera plutôt pour notre atelier où on va aller plus dans le détail, mais peut-être juste comment dire, brièvement. C'est-à-dire que les personnes qui ont eu des traumatismes dans le développement, dans leur attachement, elles vont être beaucoup plus dysfonctionnelles. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour elles de vivre cette haute capacité de perception et de prendre conscience qu'elles doivent se prendre en charge. Parce que quand on a manqué de soutien et d'attachement, on a toujours le besoin que ce soit l'autre qui le fasse pour nous. Et donc, du coup, en fait, je pense que c'est ça la grande particularité de ce que je propose, c'est de vous dire que, en fait, oui, on a besoin des autres pour se réguler, pour aller mieux, mais c'est important que nous, on fasse notre propre partie. Et qu'on peut aussi enseigner aux autres à faire la même chose. Parce que si on est trop, si les autres nous envahissent trop, c'est important que nous, on fasse un travail
mais on peut aussi expliquer aux autres que ce serait bien quand ils reviennent de leur travail, qu'ils laissent de côté voilà, ce qui sort de leur tête et de leur corps. Je fais les mouvements parce que je trouve que c'est très expressif. C'est vraiment que, voilà, qui viennent pas avec tout leur bagage, quoi. Moi, une image que j'ai, hein, c'est que euh, nos corps subtils, c'est comme des voiles sur un voilier. Et que quand on est encombré avec des tas de choses à l'intérieur de nous, dans nos corps énergétiques, c'est comme des casseroles qui sont sur les voiles. Et donc, vous hissez les voiles et puis vous voulez que ça marche avec le vent. Mais les voiles, elles sont plombées, donc elles ne fonctionnent pas. Et quand vous êtes dans votre énergie, dans votre fréquence vibratoire, et que vous avez fait votre espace de liberté, et que vous avez réglé toute une série d'autres choses, vous êtes content d'être sur votre voilier et que le vent, il vous pousse en avant, quoi. Tout à fait. Anne, sens-toi libre de prendre le micro si tu as une question plus précise encore par rapport à ça. Hein. Il y a quelqu'un qui a levé la main déjà. Je vois pas Oui, qui. c'est Mao. Vous Mao. m'entendez? Ouais. J'ai une petite question pratique. Quand vous disiez respirer ciel et terre, énergie, c'est en même temps? Ou quand vous avez fait comme ça avec les mains, je ne sais pas si c'est une fois ça vient du ciel, une fois ça vient de la terre, ou j'inspire les énergies des deux en même temps. Je n'ai pas bien compris. Alors, on peut faire les deux. C'est-à-dire, on peut faire, j'inspire de la terre vers moi, puis vers le ciel, et puis je reviens vers moi, et puis je vais dans la terre. Ça, c'est une respiration en 4 temps. Mais on peut aussi faire, j'inspire de la terre et du ciel en même temps. Ouais. Voilà. Et puis, je laisse venir à l'intérieur de moi, ou je repars dans la terre et le ciel. Il y a beaucoup de pratiques différentes que je propose notamment dans mes groupes de méditation 2 lundis soirs par mois que je fais à Bruxelles, mais je fais aussi en Zoom pour l'instant. Super. Donc, voilà, ça fait partie de ma méthode qui s'appelle Healing Arts. Merci beaucoup. Très intéressant. On pourra parler de ça encore à la fin. Elga nous dit si tu peux un peu développer sur trouver sa fréquence vibratoire. Oui, c'est une bonne question. La question de savoir qui on est. Et donc, est-ce qu'elle est plus lente quand on trouve sa fréquence vibratoire, c'est plus lent, non? Qu'est-ce qui est plus lent? La fréquence vibratoire, non? Alors, pour Là, ça coupe, Claudia, malheureusement. Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, qu'à ce moment-là, tu vas te sentir en expansion. C'est un peu comme les voiles du voilier. Ouais. J'espère que vous m'entendez encore parce que ma connexion est instable. Ouais. Donc, c'est comme les voiles du voilier qui se gonflent. Donc, voilà. Donc, en fait, nos corps énergie, ils prennent toutes leurs dimensions, en fait. Et quand tu prends toutes les dimensions en toi, tu sens que tu peux être toi-même. Et ça, il y a un sentiment de béatitude et de reliance à toi-même et au monde, parce que tu sens que tu peux être là et que c'est bon, quoi. Tu vois, alors tu peux avoir ça de 2 manières. Soit parce que tu es dans ta propre fréquence vibratoire, ou alors parce que tu t'es mis en fusion avec quelqu'un et que tu es complètement rentré dans son système et que son système est en expansion et que c'est génial. Et d'ailleurs, ça arrive entre personnes HCP. Tout à coup, tu rencontres quelqu'un avec qui tu as une affinité. Et il y a quelque chose qui se passe qui fait que, waouh, il y a une interaction qui donne une expansion dans les sensations physiques et énergétiques. Oui. Et alors là, tu vas être beaucoup plus en vibration. Un signe qu'on monte aussi en fréquence vibratoire, c'est quand on commence à bâiller et qu'on commence à être fatigué. Parfois, on va être sonné, on va être dans un état modifié de conscience, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et donc, les bâillements, ils peuvent être liés au rééquilibrage du système neurovégétatif parce qu'on est moins stressé, mais aussi c'est une manière de retrouver une vibration meilleure. Ok. Super. Alors, pardon, Elga, c'est bon?
Oui, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Bélène nous a dit merci, je trouve que c'était très imagé. Juste un peu de difficulté avec l'exercice, un petit smiley pour ça. Et Sabrina dit merci pour votre intervention car mon thérapeute me dit que cette hypersensibilité vient de part de moi alors que je sais que ce n'est pas juste, je n'ai pas juste ça. La reconnaissance fait du bien. Je me reconnais dans tout et c'est dur au quotidien. Merci encore. Dis un peu ta question. Romain, D'accord. tu dis bonjour. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Ah, j'ai Élodie. Et toi, tu t'appelles comment? Romain, Romain. ce serait pour une question. Est-ce Oui. que l'hypersensibilité, ça consiste aussi à ce que quand on entre dans une pièce où une personne a été triste, bah, qu'on ressente qu'une personne a été triste, désolée, dans la pièce, même si elle n'est pas là? Absolument. Absolument. C'est une sensibilité extraordinaire. Et le problème, c'est que il faut pouvoir faire la part des choses entre toi et ce que tu sens, en fait. C'est ça qui est important. Et de te dire, tiens, il y a quelqu'un qui a été triste ici. Et donc, les émotions qu'on perçoit, que ce soit chez soi ou chez les autres ou dans une pièce, c'est très important que tu les laisses respirer. C'est un peu comme des nuages qui passent dans le ciel, si tu veux. Et si toi, tu mets ton intention, voilà, tu dis, oh, il y a de la tristesse, ok. J'inspire, j'expire. Eh bien, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas permettre à cette tristesse de se mettre en mouvement. Et donc, elle va reprendre son mouvement un peu comme un nuage dans le ciel, tu vois. Et donc, elle ne va pas rester dans le lieu, quoi. Tu vois, tu peux mettre cette intention. Et quand tu as une bonne fréquence vibratoire, quand tu es vraiment bien toi-même là et que tu n'es pas trop préoccupé et perturbé, ça va se faire tout naturellement. Simplement, tu es un peu cette lumière que tu es, euh, elle va, elle va éclairer et en même temps, ça va transformer ce qui se passe dans la pièce. Donc, tu peux avoir une action là-dessus. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience que ça se transforme quand tu perçois ça? Non. Ben, je t'invite à essayer. Je t'invite à essayer. Tu peux faire ça. Pour faire ça, il faut que tu reviennes dans ton corps. D'abord, tu reviens. Tu dis, voilà, je reviens, je suis à l'intérieur de moi, comme si tu regardais une tablette à l'intérieur de toi, une tablette avec des jeux vidéo ou je ne sais pas quoi. Tu reviens dans ton corps. Je respire. Puis tu regardes autour de toi. Et puis tu mets cette intention dans ton expire. Voilà, tu mets ta lumière et ça va partir. J'en suis quasiment certaine. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, madame. Avec plaisir. Tu peux aussi l'envoyer vers la terre et le ciel, tu vois. Tu te dis, voilà, j'inspire, et puis, voilà, tu envoies vers le ciel et vers la terre. Et puis, c'est parti. Ok. Encore merci. Avec plaisir, Romain. Sabrina nous dit, par rapport à ce qu'elle avait dit tout à l'heure, est-ce que c'est des parts ou est-ce que c'est vraiment autre chose? Et elle dit que c'est parfois sentir aussi les intentions des gens comme sentir leurs pensées et c'est souvent source de souffrance. Oui. Donc là, de nouveau, je crois ce que tu viens d'expliquer, justement, c'est un peu la même chose dans ces cas-là, de laisser aussi, d'inspirer ou laisser respirer ces pensées-là aussi, ou ce qu'on capte de ces pensées aussi. Oui, oui, tout à fait. Et faire cet espace de liberté, c'est important. C'est un des premiers outils que je vais utiliser pour dire, voilà, c'est là, mais j'ai une enveloppe de ma bulle, une enveloppe qui me protège en fait d'une certaine manière. Enfin, protéger, j'aime pas le mot, mais ça met un espace entre moi et l'autre. Un filtre plutôt. Un filtre et je peux éventuellement
on va dire, voilà, mettre l'intention de le repousser pour que ça rentre pas dans mon champ. Je crois que c'est justement dans cet espace que tu avais expliqué au début, que si je le perçois, il y a quelque chose en moi aussi peut-être qui est en lien avec ça et que je peux accueillir aussi qu'est-ce qui en moi répond ou réagit à ça. Et je crois une partie, c'est aussi ce que tu viens de dire, trouver mon espace. Souvent, la difficulté commence quand on s'identifie. Quand justement, je ne comprends pas, est-ce que c'est moi, est-ce que ça vient de l'autre ou de l'extérieur, mais aussi quand ça surgit, je m'identifie et je reste fascinée ou trop collée à ça, plutôt de pouvoir respirer et laisser la lumière justement aller transformer là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Et donc, un des outils qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion d'expérimenter, mais ça va dans ce sens et dans ce que j'ai expliqué, j'appelle ça la respiration d'intégration émotionnelle. C'est-à-dire, je vais à la rencontre dans mon corps des sensations, des perceptions que j'ai. Et s'il y a un endroit qui est un peu serré, par exemple, tu vois, ou ma gorge, ou là, un peu oppressé, j'ose inspirer dedans, ça fait que j'ouvre l'espace à l'intérieur de moi dans la sensation, et à l'expire, je laisse cette sensation aller vers l'extérieur en même temps que l'air sort de moi quand j'expire. Et en fait, ça fait un mouvement entre les émotions qui sont dans le corps physique et le corps émotionnel, qui est un corps énergétique qui est autour de nous, en fait. Et ça nous donne la bonne introduction pour l'atelier qu'on va proposer, parce que là, on a vraiment dépassé le temps. Donc, on vous invite vraiment, si ça vous intéresse, de nous suivre ou aussi de suivre ce que Claudia va partager encore dans son article. Mais surtout, dans l'atelier, on aura évidemment le temps d'aller plus loin dans les pratiques et dans la découverte de ce qui est possible et de nos sensibilités aussi, des différentes possibilités. Et je crois qu'on va aborder aussi justement là où la sensibilité peut effectivement être une réponse à des traumatismes, à des difficultés vécues, ou là où c'est une sensibilité et elle est vécue difficilement dans l'environnement, etc. Donc, mieux comprendre ces différentes notions, mais toujours ramener à son espace, à libérer son espace intérieur et vivre bien à l'intérieur de soi cette sensibilité. Claudia, un tout grand merci. Je trouvais ça passionnant et tous les messages qui défilent maintenant que je ne peux pas lire parce que c'est trop rapide montrent bien que c'était vraiment très intéressant et très inspirant. Et justement, c'était aussi notre but d'amener un regard un peu différent d'une approche thérapeutique ou psychologique classique, disons. Mais surtout aussi ce regard valorisant sur ce que c'est la haute sensibilité et ce que ça peut être et ce que ça peut contribuer à notre propre vie, à notre entourage, mais aussi à la société ou à la vie plus globalement. Je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir été si activement d'avoir participé si activement. Et je vous invite aussi, les webinaires, cette série, c'est toujours le 8 du mois, donc c'est peut-être assez facile de retenir. Toujours le 8 du mois à 18h, normalement, parfois c'est à 20h, mais ça sera annoncé. Il suffit d'être inscrit à notre newsletter, alors vous recevez les informations, mais surtout n'hésitez pas à inviter, c'est ouvert à tout le monde, invitez vos amis, vos connaissances, vos clients, peut-être à qui ça peut être des nouvelles pistes de réflexion ou de nouvelles pratiques à découvrir. Et nous essayons de choisir chaque fois des thématiques
qui sont un peu, qui mènent un peu plus loin. Vous allez trouver sur le blog aussi on a eu des webinaires sur l'anxiété, sur la colère, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter Claudia, évidemment, via IPRA, donc c'est info@ipra.com, c'est le plus simple. Ou sinon, vous pouvez contacter aussi Claudia directement et tu vas nous donner tes coordonnées là maintenant. Voilà. Et tu peux juste nous dire pour terminer dans quoi tu es assise là, parce que c'est très chouette aussi de connaître. Ah oui, c'est un dodécaèdre. Et donc, cette forme est un des 5 solides de Platon, ou volumes, hein, qui sont des volumes réguliers, et correspond au 5e élément. Et si vous avez vu le film de Luc Besson, vous comprendrez ce que c'est que le 5e élément, avec Lilou qui est activé par l'amour. L'amour qui est la source de notre monde, en fait. Voilà, de la création. Et ça amène de l'harmonie. Oui, je peux confirmer. Très bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end encore. Très chouette de vous voir et j'espère vous revoir pour le prochain webinaire ou pour un live. On a des lives régulièrement les mercredis ou peut-être lors d'un atelier. Donc, bonne soirée encore et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.